Guetta Plogandosa, bonjour. Bonjour, Carole. Heureuse de te revoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir et un devoir. Je sais que tu es fondatrice et dirigeante de Emeraude. Voilà. Et en même temps tu as été longtemps présidente de la commission des finances au Conseil économique Et social pour un mandat de 5 ans. Très Juste bien. une Et tu as mandature. aussi fait partie de BPW, Business and Professional Women, première vice-présidente internationale, la mandature passée. Très bien. Donc évidemment avec toutes ces casquettes-là, quelle est pour toi la définition du mot pouvoir? Merci beaucoup. Avoir du pouvoir, c'est avoir des capacités intrinsèques en soi qu'on utilise pour modeler, façonner, amener les autres autour de vous à remplir une mission et bien la remplir au service de l'humanité. Est-ce que tu dirais que cet exercice du pouvoir, amener les autres à bien le remplir et être au service des autres, se traduit différemment pour toi selon si tu es dans son environnement professionnel ou personnel? Quand vous prenez l'environnement personnel, vous retrouvez un autre espace. Un espace qui est beaucoup plus convivial, un espace qui vous redonne la joie de vivre. Et pour ça, le pouvoir s'exerce de façon concertée. Quand vous sortez de cet espace et vous entrez dans l'espace professionnel et l'espace qui voit un peu la société, il y a une autre façon de manifester le pouvoir ou de pratiquer le pouvoir. En ce moment-là, vous retrouvez des influences de certains acteurs sur d'autres. Vous voyez ceux qui ont plus de pouvoir, qui dominent, et ceux qui ont moins de pouvoir, qui subissent. Et c'est dans ce cas qu'on a les droits humains pour réguler un peu les choses afin que chaque citoyen qui naît, qui vit dans un espace, puisse avoir ses droits respectés et puisse également obéir à ses obligations. Est-ce que vous diriez que cet exercice du pouvoir il se traduit différemment selon si on est un homme ou une femme? Je dirais sincèrement, suivant la morphologie des deux individus, suivant également l'éducation et les connaissances reçues par chacun des individus, quand on se retrouve dans l'un des espaces ou l'autre, hommes et femmes, le pouvoir se manifeste différemment. Vous retrouvez chez les hommes un peu plus de rigueur. Chez les dames, vous retrouvez un peu plus de tendresse, un peu plus de rigidité chez les hommes, mais un peu plus de douceur et de, je dirais, de souplesse. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle quand on est autant engagé que vous? Je dirais sincèrement que c'est la négociation. Ici, maintenant, c'est la technique de négociation, la technique d'harmonisation. Amener l'autre à comprendre d'abord votre vision, à essayer de mettre en place avec vous l'objectif et les moyens pour atteindre l'objectif. Et comme ça, vous le pratiquez ensemble, vous l'exercez ensemble. Et la notion de compte rendu, puisque c'est vous qui êtes dehors, quand vous revenez, la façon dont vous avez travaillé toute une journée, vous rendez compte. Comme ça, l'autre comprend vos difficultés, comprend également vos succès, vos acquis, et sait comment vous accompagner. Donc, deux astuces importantes, la négociation et l'harmonie entre les deux, et vous appliquez très facilement vos activités qui demandent à ce que vous exercez le pouvoir. Est-ce que ça pourrait être un message pour les jeunes filles qui souhaitent accéder au pouvoir? C'est très important, je dirais. Dès que l'amitié commence à naître, il faut tout de suite voir de quelle façon, si on veut être dans l'arène publique, commencer à préparer son conjoint ou sa moitié, à négocier cet espace qui vous amène à vous absenter, à quitter justement tout ce qui est convivial, familial, pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois peut-être. Et comme ça, quand la moitié est préparée déjà, quand vous commencez à vivre ensemble, ce ne serait que des habitudes qui sont déjà acquises
et que vous mettez en pratique. Donc, à la jeune génération, je dirais beaucoup discuter, mettre les principes sur la table dès le début et qu'on essaie d'amener son conjoint à rentrer dans son espace et pouvoir occuper l'espace. Et là, la question de la fidélité revient. Quand tout de suite on constate qu'il y a des débordements et que vous ne rendez pas compte fidèlement, c'est là où il n'arrive plus à supporter, la question de la jalousie s'installe et quand ces mauvais comportements se succèdent, vous n'avez plus une confiance là et puis tout se désagrège. On ne vous retrouve plus dans cet espace-là puisque vous n'avez pas le cœur tranquille, vous n'avez pas tout ce qu'il y a comme capacité pour vous permettre de libérer votre potentiel. Vous n'arrivez plus à exercer ce pouvoir-là. Et aux jeunes filles, je leur dis de tout faire pour que l'arrimage, négociation, préparation et exercice du pouvoir soient une réalité. Est-ce que c'est aussi comme ça que ça se traduit la notion du sacrifice? Est-ce que vous pensez le pouvoir nécessite obligatoirement le sacrifice? Et le sacrifice, il passe aussi par peut-être un déni, ou en tout cas une négation d'une partie de ses aspirations ou pas. Comment est-ce que pour vous, ça se traduit, ça? Toujours est-il qu'une femme qui accepte laisser une partie d'elle pour aller dans un autre espace, d'autant plus qu'on a des rôles, je dirais pas régaliens, c'est dans le cadre étatique, mais dans une famille, vous avez des rôles prépondérants à jouer. D'autant plus que vous ne serez plus là, vous sacrifiez une partie. Je dis également que la notion d'entraide doit pouvoir sortir ici, d'autant plus que dans un espace de pouvoir, si vous n'avez pas des gens qui vous épaulent, si vous n'avez pas des gens avec qui vous travaillez de commun accord, vous épousez la même vision et vous vous dites, nous avons un but, on le regarde, et on met tous nos moyens en jeu pour pouvoir l'atteindre, vous risquez de ne pas pouvoir atteindre cela. Et là, vous vous sacrifiez seul et vous irez buter contre ce qui n'est pas prévu dans votre plan, mais tout de suite, vous échouez. Tout à fait. En tant que femme engagée, il y a une question fondamentale de la sociétale qui concerne l'emploi des jeunes. Okay. Et bien évidemment, en étant passé par le Conseil économique et social, ça fait partie des préoccupations majeures. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on pourrait faire ou qu'on n'a pas su faire pour peut-être faciliter l'accès à l'emploi de ces jeunes? Merci beaucoup. Depuis quelques mois, je suis en train de vivre une expérience où une entreprise créée par un jeune Africain, pour les Africains, demande aux jeunes de libérer le plein de leur potentiel, top potentiel. J'avoue que la connaissance doit être à la base de ce que tout être recherche, un monde meilleur, une vie meilleure, un monde d'abondance et de bonheur aujourd'hui. Puisqu'on parle d'emploi des jeunes, pourquoi ne pas être des entrepreneurs eux-mêmes? Créer quelque chose à base de leur imagination. On dit souvent que le potentiel, c'est ce qu'on n'a pas encore libéré de soi, ce qui est intrinsèque, qui gît, qui n'est pas sorti. J'avoue que les jeunes Africains ont encore du potentiel. Et qu'aujourd'hui, qu'on parle d'emploi des jeunes, pourquoi veut-on se faire employer? C'est vrai qu'on a discuté de ces questions au Conseil économique et social, mais le paradigme aujourd'hui, il y a combien de places pour combien de jeunes que nous avons? Raison pour laquelle tout ce qu'ils ont comme potentiel, tout ce qu'ils ont comme talent dans n'importe quel domaine, ils peuvent le libérer, mais il suffit qu'on mette de l'encadrement, que des structures soient mises en place pour non seulement renforcer leurs compétences, les orienter pour que ce qui se fait ne se fasse pas individuellement, qu'on voit comment on les met dans des groupes pour pouvoir exceller, fabriquer en quantité industrielle comme le font les Chinois, les Asiatiques, pour pouvoir avoir des chiffres d'affaires colossaux. Chez les anglophones, on dit « one leg at school, one leg in business ». Un pied à l'école, un pied dans les affaires. Mais nous, en Afrique francophone, qu'est-ce qu'on fait? On a les deux pieds à l'école, on ramène les deux pieds à la maison. Et chaque parent qui a dépensé pendant des dizaines d'années
à supporter l'éducation d'un enfant se retrouve encore adulte, cet enfant-là, sur les bras. Il va falloir qu'on change ce paradigme-là, qu'on libère le potentiel et qu'on accompagne ces jeunes-là aujourd'hui. Emploi des jeunes pour emploi des jeunes, je n'en suis plus une adepte. Donc, est-ce que ça serait, si vous aviez un jour pour changer le monde, est-ce que ça serait ça que vous changeriez? Je crois qu'aujourd'hui, commencer par nos enfants, leur dire que l'ancien paradigme ne fonctionne plus. Il faut qu'aujourd'hui, dès le bas âge, qu'on détecte les capacités en nos enfants, si c'est cet appareil qu'il peut fabriquer dans un futur proche, qu'on l'amène à avoir les connaissances requises, maîtriser la technologie pour que, d'ici quelques années, qu'il mette en place son mécanisme pour découvrir et exceller dans ce qu'il veut faire. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est le seul moyen qui nous amène au développement. Et changer le monde aujourd'hui, je dirais que je donne la connaissance, la sagesse, j'oriente le jeune à libérer son potentiel et que les gouvernants accompagnent, mettent en place le cadre qu'il faut pour que chacun voit son chemin. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise qui vous inspire ou qui vous guide dans vos actions? Le learning by doing. Très bien. Le learning by doing se dit tout simplement, pendant qu'on fait, on apprend. Et chaque jour que Dieu fait, nous devons tout faire pour acquérir des connaissances nouvelles. Sans connaissance, on est progressivement sur le chemin de la mort. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Bélier. Et pourquoi? Je suis bélier. 4 avril, je me retrouve bélier. J'avoue que instinctivement, naturellement, ça agit. Vous retrouvez le bélier, il est toujours vivace, actif. On demande souvent où est-ce qu'on puise cette force, cette énergie est en nous naturellement. Et on demande à Dieu de continuer à nous bénir pour que ça ne s'éteigne jamais. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé d'apporter un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Ce beau collier. Vous avez vu, ces perles sont entrelacées, tenues par une ficelle. Je dis, dans ce monde, nous sommes nés un à un, mais nous sommes venus dans un monde qui demande qu'on s'entraide, car Nelson Mandela a dit, ensemble, on peut faire beaucoup de choses, mais seul, vous ne pouvez rien. Si une fille regarde cet entretien et déclare « Quand moi je serai grande, je voudrais être Huguette Aplogandosa », vous lui diriez quoi? Être Huguette est un symbole. Huguette est unique en son genre. Si elle doit ressembler à Huguette, je ne lui conseille pas ça. Mais plutôt voir tout ce que Huguette a pu faire de bien, prendre l'essentiel dedans, façonner sa personnalité pour libérer le meilleur de son potentiel. C'est tout ce que je dirais. Notre entretien touche à sa fin. Donc en un mot ou en une phrase pour Huguette Aplogandosa, le pouvoir c'est? Le pouvoir, c'est la capacité à libérer un potentiel qui vous amène à changer le monde, à libérer le monde assoiffé, le monde qui a faim. Merci. Très bien, mais merci beaucoup. Merci à vous aussi, c'était un plaisir.